Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Nous voilà dans le bâti ancien. Cela tombe bien, tu vas voir sur plusieurs vidéos. Je vais rénover intégralement cette chambre. On va voir toutes les étapes qui consistent à détapisser proprement. Il faudra également nettoyer tout le support parce que certes, c'est du plâtre partout, mais on a quand même un fond pisé et le reste, c'est briques plus plâtre. Si tu veux me confier des travaux, pourquoi pas dans le bâti ancien, c'est vraiment un univers que j'affectionne. N'hésite pas à nous envoyer un message à travers la rubrique Contact de la boutique. Première opération que je vais entreprendre, je vais démonter toutes les appliques. Je vais protéger à la fois la porte de communication parce que je n'ai rien à y faire et le sol. Ce sont des belles tomates provençales. La terre cuite n'apprécie guère la présence de l'eau additionnée aux résidus de colle. Et si tu es dans ce même cas de figure, c'est-à-dire des tomates, carreaux de ciment et plus largement des revêtements à base de terre cuite, il faut faire attention. La plupart du temps, c'est ciré. Si juste tu mets quelques protections à l'aide de ruban de masquage, je peux te dire que quand tu vas tout enlever, tu vas te retrouver littéralement avec des marques de scotch parce que tu auras réussi à enlever la couche de cire. Je suis en train de mettre en place la protection. C'est un polyane épaisseur 40 microns. J'ai une plainte peinture. J'utilise donc un ruban technique et je viens remonter vraiment bien attraper comme ceci le polyane. Ça fait que quand je vais mouiller, alors que ce soit avec un pulvérisateur ou éventuellement une décolleuse à papier peint, l'eau elle va passer, elle va glisser et elle restera sur le polyane. Le polyane est bien calé, ruban de masquage qui fait le tour, ça c'est primordial avec ce type de sol. J'ai également protégé toute la porte de communication. Étant donné que j'ai une hauteur sous plafond de 3,50 m, l'échafaudage est beaucoup plus sécurisant. Et puis tu vois, on a une bonne longueur de plateau. Une dernière petite chose, et ça a une grande importance si tu as acheté ou si tu rénoves un logement qui est vraiment dans son jus, tableau électrique à l'époque, ça se résumait à pas grand chose. Ici, c'est le cas. Je te conseille vivement de tout disjoncter. Eau et électricité, c'est un coup à faire le Claude. On va tâcher, dans la mesure du possible, de détapisser le plus possible à sec. Il y a eu un petit coup de peinture, donc forcément ça aide. Oh, visiblement, il y a 2 papiers peints. J'ai des difficultés avec le couteau enduire. Je vais tenter un coup avec un grattoir à lame. Si on n'y arrive pas, on attaquera de suite à l'aide du pulvérisateur. Alors, ça va un petit peu mieux. Alors le but, c'est vraiment de chercher à éliminer, en fin de compte, couche par couche. Parce que dès l'instant où tu vas vouloir en enlever plusieurs, tu vas attaquer le plâtre. Si tu attaques le plâtre, c'est terminé, tu rentres dedans, tu vas faire des trous partout, c'est infernal. Donc il faut vraiment te tenir à peu près à 30 degrés, juste pour attraper la couche. Et puis tu vois, comme là, si la lame elle arrive à passer derrière et qu'elle le peluche, entre guillemets, ça sera déjà pas mal. Je galère, ça n'avait pas trop mal démarré. Voilà, et là, c'est plus difficile. Vu la difficulté que je rencontre, le pulvérisateur, ça va être insuffisant. Je vais utiliser ce petit outil qui est un rouleau à picot. Il y a des petites dents et ça va me permettre de perforer le papier peint. Je griffe bien, il ne faut pas hésiter. Et maintenant, je fais une bonne petite pluie, eau tiède de préférence, c'est quand même mieux. Et on part toujours d'en haut pour aller en bas. Ça fait que l'eau, là comme là, on voit que le papier absorbe, c'est un fait, mais l'eau quand même, elle ruisselle. Ça mouille les parties inférieures du papier et ça t'aide. Alors il faut penser que le détapissage, c'est vraiment pas un travail de vitesse. Il faut bien que le papier soit imbibé, faire plusieurs passages. Plus le papier sera humide et plus il s'enlèvera facilement. Pour l'instant, on ne sort pas le couteau enduire pour détapisser. Il faut que ça pompe, que ça pompe, que ça pompe.
Et généralement, on fait même 3-4 passages espacés de quelques minutes et ça aide vraiment pour détapisser. Là, si tu commences à envoyer le couteau, autant ça démarre bien, puis ça s'arrête parce que le papier a pas assez imbibé. Donc, vaut mieux que tu fasses même, si la pièce est petite, plusieurs passages et ensuite tu attaques à détapisser. Maintenant que ça a bien imbibé, couteau, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on a déjà au moins le premier papier qui vient, ça c'est pas mal. Le phénomène de détrempe, là on le voit. Ah Dieu, c'était des petites fleurs encore derrière. Ah, ça devait être la passion des fleurs. On a même l'ancien papier qui a été, je pense, enduit. Ouais, c'est ça. Ça a été enduit pour traiter les joints. C'est pas recommandé. Enfin, poser un papier sur un papier peint, ça reste faisable. Mais il faut faire attention parce que selon le chevauchement du papier, parce que certains papiers sont à chevauchement, forcément, c'est des choses qui se voyaient. Donc, il fallait tirer un coup d'enduit sur la partie joint et ensuite poser le papier. Vas-y, par petits coups. Tu seras peut-être également dans cette situation. Un ancien papier qui a reçu une fine couche d'enduit de lissage. Là, on peut le voir. C'est clairement le cas. Tu vois, regarde. Ça, si j'y vais doucement, voilà, ce que j'enlève là, c'est directement un peu d'enduit. Dans ces conditions-là, il faut vraiment s'occuper papier par papier. C'est le mieux. Si tu as un fond comme là, avec des couches d'enduit, quand tu as mouillé, certes, ça réussit à pénétrer, mais l'eau, elle va quand même migrer dans le fond. Ce qui signifie que ton papier est plus rapidement sec. Il faut repulvériser, réhumidifier, on va dire plus régulièrement. Moi, je vais le faire parce que j'arriverai pas jusqu'au bout. Là, déjà, j'ai des difficultés. Et c'est vraiment d'éliminer couche par couche. Ne pars pas dans l'idée d'essayer de te faufiler entre, on va dire, les couches de papier, parce que là, tu vas attaquer le plâtre et c'est l'enfer. Tenir le chantier le plus propre possible. Tu remarqueras que j'ai attaqué à mettre des gants. On commence à voir apparaître de la peinture. Alors il faut savoir que ça c'est de la laque et à l'époque on peignait un petit peu haut. Ensuite on venait, on traçait et on faisait sa coupe de papier peint afin de matérialiser une plainte en peinture. Là on est typiquement dans le cas de la peinture à l'huile. À cette époque la peinture à l'huile elle est riche en plomb. Le plomb, c'est pas très bon. Comme je suis susceptible maintenant de gratter un petit peu plus, puisque j'ai un papier enlevé et il va falloir certainement que je force, il vaut mieux se protéger. Tant que tu restes par voie humide, le masque n'est pas forcément nécessaire. Attention, si tu rentres dans la matière et que tu commences à peler un peu de la peinture, pense à mettre un masque. Généralement, c'est l'anti-gaz ou le FFP3 pour te protéger des voies respiratoires parce que le plomb, ça n'a rien d'intéressant. Et tu comprends bien que si tu as toute une maison, tout un logement à rénover et que tu as pas mal de gratouillage à faire, tu as le temps quand même d'en avaler. Maintenant que le premier papier peint est éliminé, il va falloir éliminer le second. Je vais repasser encore un coup de rouleau à picot et rebelote. Je vais faire la même opération, tout humidifier et ça me permettra de revenir sur le support. Alors propre ou pas propre, on s'en fout, mais au moins de ne plus avoir de résidus de papier peint. Alors ça fait des petites marques sur le plâtre, tu t'en fous, c'est la rénovation. On aura largement de quoi enduire tout l'ouvrage. J'humidifie. Comme ça me permet de traiter à l'avancement. Quand je suis au bout du mur, je sais que je peux revenir parce qu'il y a vraiment des travées qui sont déjà prêtes à gratter. Le détapissage n'est pas particulièrement aisé. Premier papier peint, celui avec les grosses fleurs, ça passe. Là, je rencontre plus de difficultés. Il y a un peu de tout parce qu'on a des résidus de badigeon qui ont été
griffé, poncé, gratté, puisqu'on a quand même des marques. Le badigeon est un produit qui est particulièrement poreux, c'est minéral. Colle papier peint badigeon, ça fait pas bon ménage et surtout ça faisait lâcher le papier peint parce qu'il y a un pouvoir d'absorption qui est quand même rapide et surtout qui est très présent. Le papier que l'on voit ici, celui avec les petites fleurs, c'est un papier qui a dû être posé entre les années 50 et 70 parce qu'à cette époque, pour pouvoir poser correctement le papier, on avait tout un tas d'indications. Ce que tu vois à l'écran, ce sont les indications, les repères de pose. Ce grand trait vertical, c'est l'aplomb. Quand tu venais poser ton premier lait, tu présentais ton fil à plomb et quand tu venais présenter le papier, il fallait que le fil à plomb suive ce trait, ce qui signifiait que le papier était posé bien à niveau. Cette grande flèche, c'est le sens de lecture du papier à motif. Ici, cette espèce de V qui est en réalité une flèche, ça indique le sens de pose des laits. En partant ici contre le mur à gauche, tous les laits doivent avoir ce repère parce que si pour diverses raisons le papier est retourné ou on le prend dans un autre sens, les motifs ne se suivent plus et surtout, tous les petits dessins que l'on peut voir, il faut savoir que la qualité d'impression n'est pas du tout la même que maintenant. S'il y avait des petits soucis de motifs, de teintes et de couleurs, en respectant toujours le sens de pose, on avait ensuite un papier qui était bien uniforme. Ici, on voit le chiffre 38. Cela correspond à la répétition du motif. Il fallait donc se décaler de 38 cm afin de suivre correctement le motif. Le papier venait donc légèrement chevaucher, en sachant que ce petit chevauchement entraînait une petite surépaisseur. Quand on passait la roulette de colleur, on venait quelque peu l'écraser, mais il faut savoir que quand on venait reposer un papier peint sur un autre papier peint, en l'occurrence ce type de papier peint, il fallait enduire directement la jointure entre chaque lait. C'est ce que l'on peut voir ici, un coup de couteau avec de l'enduit de lissage, afin entre guillemets d'estomper, d'épouser gentiment. Là, on a un léger désaffleur et vraiment la partie ici chevauchement, elle frôle quasiment les 10 mm de largeur. Nos anciens n'avaient pas de laser, ils n'avaient pas non plus de grandes règles ni de grands niveaux. Pour s'aider, il y avait des repères sur le papier peint et pour pouvoir bien partir de niveau, il y avait forcément le fil à plomb. Et dès l'instant où le premier lait était posé correctement, comme il y avait les repères de pose, il y avait tout simplement à suivre les repères et ainsi de suite. Ce n'est certes pas simple de détapisser, en l'occurrence le premier papier peint sur le support. Il faut savoir que je ne mettrai pas en route la décolleuse à papier peint. Et toi, c'est peut-être une question que tu te poses. Bâti ancien, tu souhaites rénover, c'est pas mal tapissé, parfois même le plafond. Quand est-ce que je peux savoir si oui, la décolleuse ça va le faire, ou si au contraire on va faire plus d'ânerie qu'autre chose. Ce type de plâtre est particulièrement poreux. Je vais te faire la démonstration. Je vais envoyer et tu vas voir que ça va pas mal absorber avant de commencer à ruisseler. Ça y est, ça commence à ruisseler, mais c'est vraiment très modéré. La capacité d'absorption de ce plâtre, elle est impressionnante. Alors que sur un plâtre qui est plus récent, tu vas pulvériser et tu vas t'apercevoir que rapidement, il y a des traînées d'eau. Si le plâtre est particulièrement absorbant, quand tu vas présenter la décolleuse à papier peint, tu fais de la vapeur, l'eau elle est très très chaude, cette eau va quand même migrer. Derrière cet impisé, là c'est la brique, la vapeur elle va arriver à détremper et même te faire gonfler le plâtre. Tu peux avoir des défauts d'adhérence majeurs une fois que tu as tout détapissé. Je vais même aller plus loin, tu le sais pas, tu n'y fais pas attention à tout ça. Quand tu vas être en phase de travaux préparatoires, du rebouchage, de l'enduisage, tu as tout qui lâche. La vapeur, oui, ça aide, mais si ton plâtre il est comme le mien, très poreux, je te conseille d'éviter. Et l'idéal, pour détapisser, voilà, c'est pulvérisateur, comme ici le grattoir. Tu vois, par exemple, si c'est bien mouillé, bien griffé, je présente mon petit grattoir. Et tu vois, j'arrive à me faufiler. En sachant que ça reste du plâtre qui est fragile. Et dès l'instant où j'ai un petit défaut de planéité, je creuse. Alors, ça va pas spécialement vite.
mais au moins, j'abîme rien. Là, on le voit, si je pars voilà, correctement, avec le grattoir, ça se fait même mieux qu'avec le couteau. Là, tu vois, voilà, quand ça se passe pas trop mal, je pense que je vais y arriver dans la cuite. Quasiment. Il me reste plus grand chose à éliminer. Parfois, un vieux couteau en cuir, ça va. Parfois, on peut s'équiper d'un racloir ou d'un scraper. Mais attention, les murs comme ça, anciens, que cela soit sur des briques ou de l'autre côté sur du pisé, la planéité, c'était quand même pas droit comme un i. Le scraper, le problème, c'est qu'il défonce, on va dire, rapidement le support. Tu peux compléter l'équipement en utilisant un riflard. Le riflard, c'est très important, il faut l'affûter régulièrement. Pour ce faire, tu achètes petit aiguiseur là, comme là, couteau, 2-3 balles, ça va très très bien. Un petit coup sur le fil et tu vas voir ce que ça donne. J'ai besoin que ça morde un peu. Maintenant que c'est affûté, je mets des petits coups et ça va de suite mieux. Alors, on va pas vite, mais c'est pas grave, le travail il se fait. J'abîme, on va dire, pas outre mesure le fond. Ici, on a des résidus de colle. Et sur les parties un petit peu plus marronnées, comme ici, ça c'est le badigeon de chaux. Et d'ailleurs, ils ont même pré-encollé un petit peu le fond. Ils avaient fait quelques petites réparations avant de poser le premier papier peint. Et on le voit à la couleur, hein. On n'est pas marronné. Là, il n'y a pas de la chaux. C'est en réalité de la colle à papier peint, mais qui est vachement diluée. Cette colle, elle a exactement la même fonction qu'une impression. La grosse différence, c'est que de pré-encoller avec de la colle, ça coûte une figue. C'est beaucoup plus économique. C'est, on va dire, très bariolé. Parce qu'il y a des endroits où on comprend que la colle est un petit peu plus présente. On le voit ici. Et puis pour le reste, voilà, comme ici, quand c'est plus foncé, c'est le badigeon de chaux. Le détapissage est désormais terminé. Voilà ce que ça donne. Cela permet d'y voir plus clair. Et surtout, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Les murs sont désormais bien secs. On va pouvoir démarrer la phase de ponçage. Je vais utiliser une ponceuse de diamètre 150 parce que je suis en panne de girafe, en sachant qu'on va y mettre un abrasif grain 120. Le but, c'est vraiment d'éliminer le maximum de résidus. Garde à l'esprit, quand c'est vieux, le plâtre se ponce directement. Même s'il y a des choses à réparer, même s'il y a des choses à purger, il est essentiel de voir correctement le fond. Donc, quoi qu'il arrive, après détapissage et phase de séchage, on passe au ponçage. Il ne suffit pas simplement de passer la ponceuse. Volontairement, j'ai fait un demi-mètre carré. Il y a deux petites choses qui doivent attirer ton attention. Ici, on a le plâtre. Il est propre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est un plâtre gros. La granulométrie est assez importante, ce qui, entre guillemets, pose un petit peu plus problème. Ce petit voile là, blanchâtre, ça, c'est encore des résidus de badigeon. Et là, on le voit également. Résidus de badigeon, ici teinté, j'ai pas, on va dire, passé vraiment pour insister, mais attention, toutes ces petites choses-là, là, voilà, ça, il faut que j'insiste encore un petit peu, voilà, pour pouvoir partir après sur une base de travail saine. Tout ça, quoi qu'il arrive, il faut que tu le fasses disparaître parce qu'attention, selon le produit que tu vas employer derrière, c'est le défaut d'adhérence assuré. Pour éliminer de l'ancienne peinture à l'huile ou plusieurs couches de badigeon, puisqu'au bout d'un moment, ça a quand même une bonne épaisseur. Là, j'en avais une partie, puis j'en ai finalement sur tout le périmètre. On peut voir, là, ça continue. Cette couleur un petit peu marronnée, et ici, voilà, le gris clair. Tout ça, c'est des couches de badigeon. Tu changes l'abrasif, tu passes au grain 80, mais attention, le grain 80, c'est pas mal. Là, j'ai réussi à éliminer, mais ça creuse. À ne pas utiliser partout, parce que oui, tu auras poncé, par contre, tu auras beaucoup de défauts de planéité et même au bout d'un moment, il faut bien penser que derrière la couche de plâtre, tu vas soit retrouver le pisé, si tu as un mur pisé, si tu as des murs moellons ou pierre, tu risques de trouver directement une couche de dressage, ce qui va te faire quand même ensuite
pas mal réparé. Lorsque tu vas attaquer les travaux de rénovation, qui plus est dans le bâti ancien, tu n'es pas à l'abri de trouver un petit peu de tout. Alors le badigeon de chaux, ça n'a rien d'anormal, puisque c'est le produit qu'on utilisait à l'époque. Au gré de quelques rénovations, tu pourrais, comme ici, rencontrer une peinture à l'huile. Moi, en l'occurrence, je suis quasi certain que c'est une impression à l'huile. Il y a une zone qui a été imprimée, que probablement il y a eu peut-être quelques réparations. Ce type de peinture, même si elle adhère correctement, prend bien le temps de l'éliminer. Moi, j'ai de la chance. À l'abrasive grain 80, j'arrive à creuser gentiment et elle saute. Mais sur un mur perspirant, il faut l'enlever puisque c'est une barrière, entre guillemets, étanche. Lorsque l'on ponce des murs, dès l'instant où on ne rencontre pas l'écueilli et plus largement les menuiseries, ça se passe pas trop mal, il n'y a pas de raison de faire des dégâts. Je commence maintenant à vraiment m'approcher du couvre-joint. À cette époque, ils étaient particulièrement épais. Je ne dois rien y faire, donc il est hors de question d'y mettre un coup de ponceuse. Pour pouvoir utiliser quand même une machine sans faire de dégâts, tu prends un bon couteau à enduire et tu mets directement quelques couches de ruban de masquage. Elle va venir taper, vibrer et au pire, elle va peut-être t'abîmer un petit peu le couteau, mais à ce moment-là, tu prends un couteau entre guillemets merdique qui te sert que pour le gratouillage et même si l'huile est rayée, c'est pas grave. Ce qui est très important, c'est de ne pas faire de dégâts ici à la menuiserie, puisque si tu ne prévois pas de changer ou si tu n'as pas de réparation à faire, ça sert à rien de se rajouter du travail. Ensuite, à l'aide du riflard légèrement affûté, on vient fignoler. Il y a toujours voilà, 1,5-2 mm qui, on va dire, sont bloqués puisqu'ils sont cachés derrière la lame du couteau à enduire. Ben ça, voilà, gentiment, tu enlèves les résidus et au moins tu fais pas de dégâts sur le retour parce que ça pourrait être une très très belle porte en bois et s'il faut pas la toucher, on va pas s'amuser quand même à y mettre des coups de ponceuse. On arrive à la dernière ligne droite de cette vidéo, de ce tuto. J'ai cette fameuse plinthe en peinture. Ce sont plusieurs couches d'anciennes peintures à l'huile, en l'occurrence de la laque. Le problème qu'il y a avec ce genre de peinture, c'est que c'est particulièrement résistant à l'abrasif. Il y a bien des résidus de papier peint, je l'ai vu, qui ont été justement peints avec la laque, donc ça n'a pas été correctement détapissé à une époque. Et le risque, c'est que même si je passe un produit spécifique, comme je vais enduire, comme il y aura de la trame, comme il va y avoir un petit peu de tout, c'est d'avoir soit des cloques, soit un défaut d'adhérence assez important. Et ça ne sert à rien de refaire correctement la pièce si c'est pour que les bas des murs soient abîmés. On va utiliser un rabot à béton, qu'on appelle également une fraiseuse de rénovation. L'avantage, c'est que le support, ça va le remettre bien propre. J'ai commencé à le faire. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a 2 couches de plâtre en bas des murs. Une surépaisseur a été rajoutée. Alors, ce qui signifie en fait que là, on a un défaut de planéité. C'est pas très très joli. Et cela a été fait pour bien couvrir le dessus ici des tomates. La maison, je veux dire, ça a quand même un siècle. On ne voit pas de fissures. Même si là, quand je passe la main, je le sens là, la bosse, ça n'a pas bougé. J'ai préparé ma fraiseuse. C'est le même principe qu'un rabot. Tu tournes la molette, tu descends ou tu remontes. Il faut juste sortir un tout petit peu les molettes. Si tu sors de trop, tu vas faire beaucoup de dégâts. La machine, elle aide bien, mais comme on a un défaut de planéité, c'est difficile de la caler pour qu'elle creuse correctement. Il faut désormais gratter afin de bien arriver à fleurant au tomate. Le top du top, c'est d'utiliser un riflard. On le voit, le bon niveau, il est là.
Tu te cales la lame bien à plat. Je te montre par curiosité, regarde le faux aplomb que l'on peut avoir là derrière toute la plainte peinture. On va dire une zone que j'ai pas encore creusée, c'est impressionnant. C'est moins marqué. Je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas de faux aplombs, mais il y a toujours des faux aplombs sur des murs anciens. Mais enfin, j'ai quand même moins de corrections à reprendre. Le détapissage, le ponçage et plus largement le gratouillage sont désormais terminés. On est beaucoup plus propre. Ça permet de mieux voir l'état du support, ce qui est très important dans le bâti ancien. Je vais poursuivre mes travaux préparatoires. Tu auras l'occasion de le voir dans d'autres vidéos. À bientôt tout le monde.